vérité au cœur de l'information. Le Togo va bientôt lancer son 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le gouvernement a besoin de près de 8 milliards 200 millions de francs CFA. L'information a été portée à la connaissance des partenaires techniques et financiers. À suivre dans un instant. Que s'est-il exactement passé dans le quartier Cito Aéroport et qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble qui a causé des dégâts? Une délégation ministérielle a fait le déplacement sur les lieux. À suivre tout à l'heure. Des ouvrages connexes seront réalisés dans 3 marchés de Lomé, des infrastructures socio-communautaires et d'assainissement. Et c'est sur financement du chef de l'État Fort Essozimna Gnassingbé. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce jeudi. Et retenez tout d'abord que le président nouvellement élu de la Guinée-Bissau en visite au Togo, Umaro Sissoko Mbalo, a été reçu à Pia aujourd'hui par le chef de l'État Fort Essozimna Gnassingbé, Nestor Mouzou. Le président élu de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Mbalo, accueilli à Pia par le président de la République, Fort Essozimna Gnassingbé. Le chef de l'État a ensuite échangé avec son hôte. L'entretien a porté sur la coopération entre le Togo et la Guinée-Bissau et comment renforcer cette coopération. Après le tête-à-tête, Umaro Sissoko Mbalo a été raccompagné à l'aéroport de Niamtougou par le président de la République. Umaro Sissoko Mbalo a été élu président de la République de Guinée-Bissau le 29 décembre dernier. C'est au lendemain de cette victoire qu'il a entamé une tournée pour rencontrer les autres chefs d'État africains avant sa prise de fonction. Et c'est ce matin que le président élu de la Guinée-Bissau est arrivé au Togo. À sa descente d'avion à l'aéroport de Niamtougou, il a été accueilli par le Premier ministre Komisilom Klassou, qui avait à ses côtés certains membres du gouvernement, les autorités locales et une foule venue souhaiter la bienvenue à l'hôte togolais. Et voilà le président guinéen Umaro Sissoko Mbalo qui est en train d'être conduit au salon de l'aéroport international, au salon de Niamtougou. Voilà, un peu plus de 8 milliards de francs CFA, c'est le montant indispensable dont a besoin le gouvernement pour réaliser le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Je vous l'annonce en titre. Le ministre de la Planification et du Développement a échangé avec les partenaires techniques et financiers ce jeudi en vue de la mobilisation de ces ressources. Estelle Komlani, Luc Assis. Le Togo s'apprête à réaliser son 5e recensement général de la population et de l'habitat courant 2020. Près de 8 milliards 200 millions de francs CFA vont être nécessaires pour cette opération. 57% de ce fonds est déjà mobilisé grâce à l'État et aux partenaires. Autour de cette table, ministre en charge de la planification, partenaires techniques et financiers, économistes et acteurs de la société civile. Ils discutent du financement des 43% du budget restant. Il ressort globalement un engagement ferme de beaucoup de partenaires à soutenir le processus de recensement général de la population de l'habitat au Togo. Cet engagement ferme s'est manifesté en termes de vouloir appuyer en ressources financières, vouloir appuyer en équipement
et vouloir aussi appuyer en logistique pour faciliter les travaux du recensement de la population et de l'habitat 5e édition au Togo. Je voudrais rappeler que c'est un recensement qui s'inscrit dans le cadre des recommandations des Nations Unies qui stipulent que les pays doivent mettre à jour leurs données démographiques chaque 10 ans. Et ceci facilite le suivi et l'évaluation des programmes de développement, notamment au Togo. Il s'agit du suivi et l'évaluation du plan national de développement 2018-2022. Le Togo veut passer du recensement classique à un recensement numérique avec l'adoption de nouvelles méthodes. Le Togo s'est engagé par décret 2018-176/PR du 10 décembre 2018 dans le processus de réalisation de son 5e recensement général de la population et de l'habitat prévu pour se dérouler en 2020. À travers cet engagement des plus hautes autorités du pays, le Togo veut s'inscrire dans la périodicité décennale recommandée par les Nations Unies pour l'actualisation des informations sur la population. Des travaux sont déjà amorcés. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a été désigné par le gouvernement comme chef de file des partenaires de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre du sommet des chefs d'État et de gouvernement consacré à l'initiative de Lomé sur la lutte contre le trafic de médicaments de qualité inférieure et falsifiés et à l'invitation de son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République togolaise, leur Excellence M. Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, Macky Sall, président de la République du Sénégal, arrive à Lomé demain vendredi 17 janvier 2020 pour prendre part au 10 sommet. En vue de réserver un accueil chaleureux, cordial et authentique à nos illustres hôtes, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs des FAT, le corps diplomatique, les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs traditionnels du Grand Lomé à se rendre à l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma demain vendredi 17 janvier 2020. La mise en place doit être terminée à 10 h. C'est signé par Doa Bukwesi. L'ex-président de la République de Malawi, Joyce Banda, est arrivé à Lomé, toujours dans le cadre du sommet des chefs d'État africains sur la lutte contre le trafic de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Il a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan Digbodi. L'Office togolais des recettes OTR a engagé à offrir aux contribuables des prestations de qualité. La plateforme e-foncier est désormais disponible. Elle permettra aux notaires et aux géomètres de faire des formalités relatives au foncier sans se déplacer. Le guichet unique du foncier est la solution trouvée. Antoinette Omovovor. La plateforme digitale e-foncier de l'Office togolais des recettes OTR, un espace destiné à faciliter et à accélérer les procédures de formalité aux notaires et aux géomètres. Aujourd'hui, avec le e-foncier, si je prends le cas des mutations totales, qui sont le fait d'un transfert de propriété d'une personne à une autre, avant le notaire était obligé de venir lui-même remplir une fiche de réquisition afin qu'on liquide les droits, il paye et après on procède aux formalités de mutation totale. Aujourd'hui, avec le e-foncier, le notaire n'a pas besoin de se déplacer, il fait la réquisition en ligne, le droit est liquidé par l'administration fiscale aussi en ligne, il a l'information, il procède aussi au paiement en ligne et l'administration aussi a l'information automatiquement après le paiement et à partir de ce moment-là, l'administration fiscale procède aux formalités d'administration totale et en un espace de 3, 4 ou 5 jours,
le requérant peut venir retirer son titre foncier. Un outil qui permet de gagner en temps, assure la sécurité et la célérité. Il facilite également les transactions aux opérateurs économiques, ce qui devra impacter la performance du Togo en matière d'amélioration du climat des affaires. Dans notre bureau, nous sommes aujourd'hui en mesure de faire la mutation, c'est-à-dire de transférer les propriétés immobilières d'un client à un autre. Par la numéralisation, c'est-à-dire je remplis les réquisitions en ligne, je procède au paiement en ligne et en un temps record, je réalise la mutation. Donc c'est encore une performance qui va fortement impacter la position du Togo dans les années à venir sur le classement de la Banque mondiale, notamment par le Doing Business. L'Office togolais des recettes se met dans la mouvance du numérique pour alléger les procédures aux différents usagers. Le e-foncier devra désormais contribuer à fédérer les actions pour le bien des contribuables. Nous avions au cours de l'évaluation passée au niveau du foncier faire un pont assez important et nous voulions notre ambition et celle du chef de l'État, c'est de confirmer ce bond, surtout au niveau foncier, mais au niveau général du gouvernement ou de l'État. Et donc au niveau foncier, nous voulons encore une fois non seulement maintenir ce rang même, l'améliorer significativement au cours de cette année. Et donc c'est ensemble avec vous et nous pouvons relever ce défi. Une véritable application dynamique, le e-foncier offre une multitude de services pour créer des opportunités aux notaires et aux géomètres. 3 marchés de Lomé seront bientôt dotés d'infrastructures socio-communautaires et sanitaires additionnelles. Agoué Asieye, Kakaveli et Adido Gomé Asieye. Il s'agit de renforcer ces marchés en boutique, magasins, latrines et j'en passe. Le projet est financé à plus d'un demi-milliard de francs CFA par le chef de l'État, Forest Nanya Singbe. Les travaux ont été lancés ce jour par le ministre en charge du commerce, Medina Salami. Reportage. Un projet de plus pour améliorer les conditions de vie et de travail des femmes. Il s'agit de la construction des infrastructures additionnelles dans les marchés d'Agoué Nivé Asieye, de Kawawasime, de Kakaveli et Adido Gomé Asieye. Le projet vise à renforcer ces marchés et améliorer le cadre de vie des commerçants. Des 3 communes concernées se sont jointes aux bénéficiaires directs que sont les marchands pour témoigner ensemble leur reconnaissance, mais leur gratitude et leur soutien sans faille au président de la République pour sa politique pragmatique et les multiples réalisations dont ils sont bénéficiaires. Les femmes de ces marchés ont exprimé leur joie et gratitude au chef de l'État pour cette initiative visant leur mieux-être. Sous votre impulsion, les marchés modernes ont vu le jour dans presque toutes les préfectures de notre pays. La cérémonie de ce jour vient confirmer la détermination et l'engagement du président à toujours montrer aux yeux du monde son engagement envers les femmes et le peuple togolais. Notre reconnaissance et gratitude sont donc profondes. Toutes nos prières au quotidien vous accompagnent dans la mission que le Tout-Puissant et le peuple togolais vous a confiée. Le projet prévoit la construction des boutiques, hangars, magasins, latrines et boucheries pour faire justement de ces marchés des cadres modernes d'échange. Nos sœurs ont envoyé une doléance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, relative au renforcement des infrastructures existantes. Donc, le chef de l'État, fidèle à sa vision d'être à l'écoute de sa population, a donné un avis favorable pour ces travaux sollicités d'un montant de plus d'un demi-milliard, un demi-milliard de francs CFA. Ces sites vont être améliorés pour permettre à nos sœurs et à nos frères qui y évoluent en tant que commerçantes et commerçants de pouvoir exercer leur métier dans de très bonnes conditions. Surtout qu'elles estiment que le marché, c'est leur bureau
et également leur bureau, c'est le marché. Les élus des communes bénéficiaires Golfe 5 et 7 et Agoué 1 ont salué le projet et réaffirmé leur soutien au chef de l'État pour ses multiples actions en faveur de la femme togolaise. Après la cérémonie de lancement, les autorités ont fait le tour des 3 marchés. Un coup de pioche a été donné pour passer de la parole à l'acte. Ils changent officiellement de statut. De réfugiés, ils deviennent des Congolais résidant au Togo. Ils sont 23 au total, la plupart ayant passé plus de 10 ans sur le territoire togolais. Ce jeudi, ces Congolais ont reçu des mails du gouvernement et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, leur carte de séjour, ainsi que des paquets socio-économiques pour leur insertion. Solange Amandé, Marie-Ange Bida. Ils sont désormais des résidents sur le sol togolais. L'obtention de leur carte de séjour privilégiée met ainsi fin à leur statut de réfugiés. 23 Congolais sont les premiers dans ce processus d'intégration locale mis en œuvre par le HCR de concert avec le gouvernement togolais. J'ai les sentiments de joie, les sentiments de satisfaction parce que ce n'est pas facile de vivre à l'étranger comme réfugié. Et nous avons porté ces statuts pendant des décennies et aujourd'hui nous tournons la page pour vivre au Togo en tant qu'expatrié avec toute dignité. Fuir son pays, ce n'est pas un choix. Et quand on fuit le pays, il faut trouver une terre d'asile propice à y résider dans la dignité et dans la sérénité et en toute sécurité. Et c'est ce que le Togo fait depuis des décennies. Désormais, le statut de réfugié tombe à ses bénéficiaires et redeviennent un citoyen qui circule dans un espace donné. Les réfugiés issus de diverses nationalités vivent sur le sol togolais, 11 935 au total. Des cartes de séjour privilégiés et des packages socio-économiques octroyés à ces 23 réfugiés congolais ici présents permettront de favoriser leur intégration locale. Je voudrais me réjouir particulièrement du partenariat fructueux qui lie le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement en matière de protection et de mise en œuvre de solutions durables pour les réfugiés vivant sur notre sol, le Togo. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude à tous les acteurs de tous bords et d'en appeler à davantage de synergie dans nos actions afin de renforcer l'image positive de notre cher pays, connu comme une légendaire terre d'accueil et d'hospitalité. Le gouvernement togolais accorde une importance capitale à l'hospitalité. Ceci conformément aux instruments juridiques internationaux. Le gouvernement, sous l'autorité avisée du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoumana Gnassingbe, a organisé avec l'appui du HCR un forum sur la recherche des solutions durables pour les réfugiés et demandeurs d'asile au Togo du 13 au 15 novembre 2017. Ce faisant, notre pays est en avance sur les nouvelles orientations définies par le Pacte mondial sur les réfugiés adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 2018. Je voudrais ici saluer les actions conjuguées de nos deux ministères qui ont permis d'insuffler un certain dynamisme au processus de mise en œuvre des solutions durables dans l'intérêt des réfugiés dans notre pays. Ces cartes de séjour privilégiées ont une durée de 10 ans. Le processus a coûté plus de 22 millions de francs CFA. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux. Un immeuble en construction dans le quartier Cito Aéroport s'est effondré lundi dans l'après-midi. Une délégation ministérielle a été dépêchée pour constater les dégâts causés et prendre les nouvelles des blessés. Que s'est-il passé exactement et dans quelles conditions? Ferdinand Diassoa. Voici ce qui reste de l'immeuble R+3 en construction dans la zone Cito Aéroport, quartier Ejranawe à Lomé. Alors que les travaux allaient bon train, l'immeuble s'est effondré de lui-même le lundi 13 janvier dernier aux environs de 16 heures. Pas de morts, mais des dégâts collatéraux importants et des blessés. Selon les témoins,
Le propriétaire de ce chantier n'aurait simplement pas respecté les normes de construction. Je faisais ma sieste que j'ai entendu un bruit et je me suis sorti avec les enfants et je vois la fumée qui dégageait. Qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est l'étage qui était à côté qui s'est écroulé. J'ai été juste porter l'assistance. Donc j'ai sorti 3 filles dans la décombre que j'ai portées jusqu'à l'extérieur et après je les ai conduites à l'hôpital. Après mes constats, moi j'ai vu que les normes de la construction n'ont pas été respectées. J'étais à Thiévier sur un chantier quand ma femme m'a appelé que c'est comme ça que la maison d'à côté s'est effondrée sur notre maison. C'était vers 17h comme ça qu'on m'a appelé. Et déjà à mon retour, j'ai venu constater les dégâts. Il avait eu un blessé dans ma maison, 3 de l'autre côté. Et nous avons tout perdu. Là, les 3 étages s'étaient effondrés totalement sur ma case. La bouteille n'était pas aussi large comme ça pour supporter les 3 étages. Le quartier Citeaux Aéroport est une zone à risque selon les membres du gouvernement venus constater de visu le sinistre. La construction de chaque immeuble devra obligatoirement faire l'objet d'études. C'est une zone de dépression, donc une zone qui a été souvent regorgée d'eau. Et en de pareils cas, il faut se faire accompagner par les connaisseurs, par les spécialistes, l'architecte et tous ceux qui peuvent intervenir et conseiller en matière de projection sur la charge que l'ouvrage apportera au sol. Ça permettra de dimensionner les fondations et surtout de respecter tout ce qui est caractéristique technique de matériaux à utiliser. Le constat second qu'on a fait, c'est que même les matériaux utilisés ne seraient pas de bonne qualité. On n'a pas eu d'interlocuteur puisqu'on nous a dit que le propriétaire est en voyage. Quand la personne arrivera, qu'elle s'approche de nous pour qu'on puisse ensemble voir les contours pour pouvoir bien sûr cerner ce qui s'est réellement passé. Est-ce que ce monsieur a eu à se faire accompagner d'un architecte? Ça coûte ce que ça coûte, mais ça ne coûte pas les yeux de ce que nous avons vu là. La vie n'a donc pas de prix. Les membres du gouvernement en appellent donc au respect scrupuleux des normes et procédures de construction, notamment le permis de construire. Il est amer de constater que les gens n'arrivent pas à le faire, ils ne prennent pas, et même ceux qui prennent le permis de construire ne respectent pas les conditions, en fait, ce qu'ils ont déclaré pour avoir le permis de construire. Nous en appelons à l'attention et surtout à ce que tout propriétaire où tout initiateur d'ouvrage puisse bien sûr avoir ce permis et surtout se faire accompagner d'un conseiller pour ne pas avoir à perdre de l'argent et à perdre aussi des vies humaines. Des mesures seront prises pour faire la lumière sur le sinistre selon les membres du gouvernement. Les fautifs seront retrouvés et punis conformément à la loi. L'association Culture, Paix et Développement soutient les collectivités locales dans la valorisation de leur potentialité culturelle et touristique. C'est à travers son projet dénommé Culture et Développement local lancé depuis le 13 novembre 2019. Elle a mené des sensibilisations et des formations dans les différentes régions du pays. On fait le point avec Ekwe Salah. Ce site touristique en pays Tamberman accueille des centaines de touristes chaque année. En 2018, les richesses culturelles et touristiques du Togo ont attiré 712 000 touristes avec 48 milliards de francs CFA de recettes. Une valeur ajoutée que l'association Culture, Paix et Développement appuie les collectivités locales à conserver. Et c'est à travers des sensibilisations et formations des agents locaux, élus et entrepreneurs culturels dans les différentes régions du pays. La première étape a pris en compte le Grand Lomé avec pour thème central PND et les potentialités culturelles et touristiques comme levier du développement local. Lorsqu'on parle de la culture et du tourisme, c'est deux choses qui vont de pair. Et quand les touristes viennent dans un pays, il faudrait qu'ils découvrent les richesses culturelles et culturelles de ce pays. Donc il va de soi que les acteurs culturels locaux soient outillés, histoire de pondre des projets qui puissent permettre quand même de combler les attentes et les objectifs du plan national du développement. Ma participation à cet atelier me donne encore beaucoup plus de crédit dans mes différentes activités en tant que musicien et aussi pour toutes les autres formes
activités que sont les activités de sculpture, les activités d'artisanat, d'art, etc. Pour montrer déjà à la population en quoi la politique nationale de développement peut favoriser la réduction du chômage, la création de richesses. La tournée a été menée à travers les différentes régions du pays du 13 novembre 2019 au 9 janvier 2020. De Tchévier, l'équipe de l'association Culture, Paix et Développement APD est passée par Kpalimé, puis cap sur Atakpamé, Sokodé, Dapaon et Kara. C'est un projet qui vient en appui au PND, notamment dans ses axes 1 et 3. Ces axes disent que la culture et le tourisme devront contribuer à l'horizon 2022 à l'économie non seulement nationale mais locale. C'est dans ce sens que l'association a pensé initier ce projet-là en vue d'accompagner les conseillers municipaux, tous les élus locaux, à travers les secrétaires généraux des communes, à travers les secrétaires généraux des préfectures, et à non seulement sensibiliser à la conservation et à la protection de notre patrimoine culturel et touristique commun, mais aussi à les accompagner à monter des projets culturels et touristiques à la recherche des fonds en vue de leur financement, à leur inculquer l'idée que la culture et le tourisme peuvent contribuer à l'économie locale. Ce projet, mené avec le cabinet Tact Expertise, a également permis de former les bénéficiaires sur les techniques de montage des projets culturels et la recherche du financement pour leur exécution. Les bonnes pratiques culturelles et touristiques de quelques pays de la sous-région leur ont été partagées. Du concret pour leur permettre de mieux exploiter les potentialités culturelles dont regorge leur milieu respectif. Le Togo regorge de potentialités culturelles touristiques insoupçonnées. Encore faut-il que les gens y soient sensibilisés, ils soient formés surtout au montage de projets. Ces projets vont lutter contre la pauvreté. Ces projets feront en sorte que les différentes communes, à travers leur population, s'approprient leurs biens culturels en vue de transformer ces potentialités culturelles-là en une valeur ajoutée. Également, dans le contexte du projet Culture et Développement local, il est prévu un suivi et évaluation des acquis des collectivités pendant les 12 prochains mois. Lomé accueille la 18e Assemblée générale annuelle du district 909 de International INAWIL, une association de femmes venues de la sous-région ouest-africaine qui œuvre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé et la promotion de la gente féminine. À Lomé, elles vont renouveler leur instance dirigeante. Hamdan Bassina. Ces femmes venues des pays de la sous-région ouest-africaine célèbrent l'amitié et le travail bien fait au service du développement humain. Motivées par un élan de solidarité, elles se sont regroupées au sein de International INAWIL District 909. Le social, l'éducation, la santé, la promotion de la femme et de l'enfance démunie sont les domaines d'intervention de cette association. À Lomé, elles sont réunies pour leur 18e Assemblée générale annuelle. Durant ces 4 jours de travaux, nous allons penser au devenir de notre district. Nous allons passer à toiletter entre griffes nos règlements intérieurs et penser comment faire diriger et élire le prochain comité 2020-2021. Au Togo, depuis plus de 22 ans que nous existons, nous avons construit une école à Togo commun. Nous avons rénové en temps une maternité au CHU de Tokoin. Depuis un certain temps, nous accompagnons le CHR de Sokodé dans la réparation des cas des fistuleuses et nous procédons également à leur insertion. La femme et l'enfant ont une place primordiale dans notre association. Le Togo qui accueille pour la 4e fois cette Assemblée générale du district 909 de International INAWIL se félicite de la détermination des unes et des autres. C'est l'occasion pour moi
de féliciter très chaleureusement International Inner Wheel, particulièrement Madame Nathalie Goufkwevi, ainsi que l'ensemble de ses amis. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'accompagner Inner Wheel Club de notre pays pour le développement humain. Mes remerciements vont enfin au nom de Monsieur le Président de la République et au nom de l'ensemble du gouvernement, aux bonnes volontés, aux nobles cœurs qui ont accepté de parrainer des enfants, ainsi qu'à tous les acteurs qui se sont investis pour rendre agréable cette journée. International Inner Wheel est la plus grande association féminine dans le monde avec 108 614 membres répartis dans 3 979 clubs et présente dans plus de 104 pays. Changer le quotidien de ses membres et celui des autres, c'est ce qui fait la force de International Inner Wheel. À travers leur engagement, ces femmes comptent bien impacter leur communauté respective. Nous ouvrons à présent la page des sports et c'est avec Jean Inédit. Jean, bonsoir. Bonsoir. Et conformément aux dispositions statutaires, la Fédération togolaise de football sera en congrès électif le 25 janvier prochain. Oui, Edem, et ce sera au palais des congrès de Kara. À cet effet, la liste Nouvel Élan qui avait pris les commandes un 26 février 2016 sollicite à nouveau le suffrage des électeurs. Seule liste en course est conduite par le colonel Guichi Kossi Akovi. Elle est entrée en campagne hier mercredi à Lomé à travers une cérémonie solennelle de lancement. Compte rendu, tiens, Piotba. Seule liste en lice pour la conquête du sommet du football togolais, Nouvel Élan a pris effectivement son élan de campagne à travers cette cérémonie solennelle de lancement. Cérémonie qui a rassemblé acteurs et partenaires autour des 12 membres de la liste Nouvel Élan conduite par le colonel Guy Akbovi. Un homme qui sait avant tout que pour susciter une large adhésion des 27 électeurs le 25 janvier à Kara, les actes concrets valent mieux que les déclarations d'intention. C'est avec le sentiment d'un devoir bien accompli que nous préparons à solliciter un nouveau mandat des électeurs sous la même bannière d'un nouvel élan. Je saisis ici l'occasion pour remercier en premier le président de la République, son Excellence, Faure Essozimnam Nyasingbe, pour sa sollicitude vis-à-vis du football tout le long des 4 années écoulées. La liste Nouvel Élan nourrit le rêve, ensemble avec vous, de hisser le football togolais à un niveau tel qu'il serve d'outil idéal pour la promotion de vos produits ou la notoriété de vos entreprises. Je voudrais vous réaffirmer ma foi profonde qu'ensemble, nous pourrons consolider nos acquis pour le sort total de notre football. Ces acquis seront consolidés avec un programme d'action cohérent à court, moyen et long terme qui va s'articuler autour de la finalisation de la réforme des ligues, de la mise en place d'une direction technique nationale, de l'équipement du bloc technique de la fédération, de la régulation de la situation administrative et financière du personnel de la fédération, de l'implémentation de la réforme de l'administration de la fédération, de la dotation des équipes nationales et de la fédération en matériel roulant adéquat et officialisation de l'équipementier des équipes nationales, organisation fonctionnelle des championnats de jeunes, promotion des compétitions nationales, sponsoring et diffusion des matchs, organisation structurelle des clubs, incorporation progressive de tous les acteurs du football avec attribution des numéros ID FIFA dans le système FT Togo Connect. Formation des dirigeants de clubs sur le management et le marketing sportif. Organisation des séminaires de perfectionnement avec des experts internationaux. Finalisation des chantiers en cours. Action à moyen terme. Construction d'un centre technique, hôtellerie 5 étoiles
hébergement, restauration, pelouse, loisirs et autres. Restructuration du football féminin, professionnalisation des clubs, dotation de la FTF d'une unité de production audiovisuelle. Action à long terme. Construction et équipement des sièges des ligues régionales de football. Poursuite des rénovations des stades de compétition sur l'ensemble du territoire. Pose de pelouses synthétiques et des grilles de sécurité. Organisation fonctionnelle des compétitions de beach soccer et enfin construction d'une salle de futsal. Un programme d'action dense a complété par un plan stratégique quadriennal qui comprend 14 buts, dont la redynamisation de la direction de la communication, puis la création de la direction marketing. Tout un programme concocté pour convaincre l'électorat d'ici au 25 janvier, soit 10 jours d'opération de charme. Merci Jean. Le prochain rendez-vous c'est samedi à partir de 13h45. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Vous allez revoir Anita Tigakou qui va recevoir M. Kabine Komara, ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry. Excellente nuit à tous. Bonsoir. Demain 17 janvier s'ouvre le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'initiative de Lomé sur la lutte contre les médicaments falsifiés. Et ce jeudi, nous refermons la série d'entretiens avec les personnalités impliquées dans l'organisation de ce sommet. Et nous sommes ce soir sur ce plateau spécial avec M. Kabine Komara. Il est l'ancien Premier ministre de Guinée et membre de la Fondation Brazzaville. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est à Lomé que revient donc l'honneur d'abriter cette rencontre de haut niveau qui marquera un tournant décisif dans cette lutte contre le fléau. Sur le plan national, quelles sont alors les actions concrètes menées pour venir à bout de ce phénomène? Eh bien, Luc Assi nous répond dans le dossier question. Entre 2013 et 2018, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a reçu 1500 rapports faisant état des produits contrefaits. 42% de ces rapports proviennent d'Afrique. Des chiffres qui illustrent combien de fois les sociétés de contrefaçon ont fait de l'Afrique leur terrain de jeu. Le Togo n'étant pas épargné par ce phénomène, mène une lutte sans merci contre ces réseaux illicites de distribution des médicaments falsifiés de qualité inférieure. Plus de 85 tonnes de produits pharmaceutiques falsifiés de qualité inférieure ont été saisis au premier trimestre de 2018 et 5,5 tonnes au deuxième trimestre de 2019. La direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, à travers la délivrance de licences et les sensibilisations, contribue à intensifier cette lutte. Le gouvernement sait qu'il faut d'abord que la population ait des soins de qualité et donc a mis sur pied l'Institut national d'assurance maladie et plus récemment, très récemment, Schoolassure. Alors, le deuxième axe de lutte, c'est aussi donner la possibilité au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la possibilité de mettre sur le marché des médicaments de bonne qualité, ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. À cet effet, il y a un comité des experts qui est rodé. C'est un dispositif qui permet à des experts très compétents venant de plusieurs domaines de regarder les dossiers de médicaments et de proposer leur avis à une commission nationale d'enregistrement des médicaments qui propose à son tour son avis au ministre de la Santé qui délivre ses amens.
il y a un système national de distribution des médicaments. Et ce système est validé par des grossistes répartiteurs qui ont à leur hauteur des pharmaciens responsables qui agissent dans le prolongement de l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique qui est la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Elle s'est dotée de plusieurs divisions pour être plus efficace dans sa mission. On relève les divisions de réception des dossiers d'homologation, de contrôle qualité, de réglementation, d'agrémentation pharmaceutique, entre autres. La direction travaille aussi de concert avec les ministères en charge de la justice, de la sécurité et de la communication. Ensemble, ils mettent en place des stratégies payantes. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'avec les services des douanes, avec l'UMCC, l'unité mixte de contrôle des conteneurs, qui a pour supérieur hiérarchique une autre structure, l'Octrib, avec la gendarmerie, avec les procureurs, qu'il n'y a pas d'échange de courrier pour dire ce monsieur a été arrêté ou bien ce monsieur veut faire entrer ou sortir des médicaments. Est-ce qu'il est éligible? Parce que pour faire le commerce du médicament, il y a plusieurs possibilités, mais il y a des exigences de personnel. Les exigences de personnel, c'est que la personne doit avoir un agrément et certaines compétences. Il faut aussi que la personne ait des structures qui soient agréées, des structures qui soient validées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des opérations Cobra, Atakora, Biela 1 et 2 et Porc-Épic, en passant par des descentes de la police nationale dans des entrepôts illégaux, le gouvernement ne cesse de multiplier des actions de lutte. L'appel de Lomé vient criminaliser le phénomène à travers le renforcement et l'harmonisation des réglementations et normes en vigueur dans le secteur. Ceci en vue d'instaurer un contrôle de qualité dans les pays africains afin d'endiguer le fléau des médicaments falsifiés de qualité inférieure à la racine. Voilà donc les actions menées par le gouvernement togolais pour venir à bout donc du trafic des médicaments falsifiés. Alors Monsieur le Premier ministre, nous avons suivi un peu les activités, les actions menées au niveau du Togo et on retrouve également, disons, ces opérations de descente sur le terrain des forces de l'ordre pour mettre la main sur, saisir ces médicaments, ces faux médicaments ou ces médicaments falsifiés. Mais selon vous, pensez-vous que ces opérations seules suffisent pour endiguer le phénomène? Je suis impressionné d'abord par ce que le Togo fait et je voudrais pour cela vraiment remercier les autorités togolaises et profiter de l'occasion pour remercier également le président Faure d'avoir accepté que notre fondation tienne ici. Donc c'est une extrêmement importante. Pour revenir à votre question, il est évident que c'est des opérations coup de poing qui ne peuvent pas suffire parce qu'il ne faut pas... Quand vous avez la fièvre, il ne faut pas casser le thermomètre. Il faut oublier la cause de la fièvre. Donc, combattre en descendant sur le terrain, c'est bien, mais il faut remonter la source et exiger de connaître comment tout le processus est mis en place, identifier les auteurs, mais également ceux qui poussent également les populations à aller vers ces produits. Donc c'est tout un ensemble d'analyses et de diagnostics qui doivent être pris en compte pour que réellement ce fléau soit combattu de manière totale. D'accord. Alors Monsieur le Premier ministre, disons que quand on voit un peu les conséquences désastreuses de ce trafic de faux médicaments, on retrouve ce bilan de 900 000 morts par an pour le seul continent africain. Est-ce que ce n'est pas, disons, on va dire, une preuve de l'insuffisance des politiques de santé publique sur le continent? Oui, je dois dire déjà que le chiffre de 900 000 morts, c'est déjà un peu sous-évalué. C'est bien au-delà. Et c'est en cela que c'est un vrai crime que de laisser ce système se perpétuer. Jusqu'à très récemment, on avait sous-estimé l'importance de ce crime, donc ce commerce, cette pratique d'introduction dans nos pays des médicaments sous-évalués, des médicaments falsifiés. Et c'est en cela qu'il y a une législation internationale qui a été élaborée, mais qui n'est malheureusement pas connue d'abord dans tous les pays, ou même les pays qui l'ont adopté n'ont pas encore ratifié, ceux qui l'ont ratifié n'ont pas appliqué, ceux qui ont appliqué ne sont pas systématiques dans l'application. Il y a des failles dans le système de santé qui doivent être supportées par une volonté délibérée de manière politique, de manière agressive, de manière constante de la part des décideurs, des ministères, mais aussi également des pharmaciens
des pharmaciens et des familles, parce que les vraies victimes, ce sont les populations. Donc c'est en cela que la politique de santé doit comprendre toutes les chaînes de la population, depuis les décideurs jusqu'aux consommateurs. D'accord. Monsieur le Premier ministre, on a compris que cette initiative de Lomé a déjà recueilli pour l'heure l'adhésion de 7 pays. On annonce également l'implication d'anciens chefs d'État et de gouvernement dont vous. Mais est-ce que cela va se limiter rien qu'à ce nombre-là, 7 États d'Afrique, certains anciens chefs d'État et de gouvernement? Non, certainement pas. Je dois dire qu'au sommet de Lomé qui va être lancé après-demain, il y a non seulement des chefs d'État africains, au nombre de 7 nous envisageons, mais également des institutions internationales. Vous avez l'OMS qui sera là, nous avons des grandes institutions de référence telles que le School of Medical de Londres, et également un centre américain qui nous accompagne dans cette analyse. Donc l'idée, c'est de lancer ici l'initiative. Naturellement, il faut toujours commencer par un premier pas et par la suite vulgariser et avoir l'adhésion d'un plus grand nombre de pays, parce que c'est une lutte qui doit être systématique et globale. On ne peut pas fermer une frontière quand de l'autre côté, votre voisin pratique cette pratique illicite. Il y a une porosité de frontières, il y a une libéralité qu'il faut combattre à l'échelle du continent. Donc notre objectif, c'est de Lomé que ce soit le point de départ d'une grande initiative continentale. D'accord. Alors, monsieur le Premier ministre, maintenant, après Lomé, disons que, est-ce que vous avez déjà des idées, des actions à mener pour amener ces autres États à adhérer à cette lutte-là? Ah, tout à fait. L'idée, c'est à partir de Lomé, atteindre 3 objectifs. Le premier, c'est d'abord la grande sensibilisation du continent et de l'engagement au niveau politique très fort des pionniers que seront ces chefs d'État. Deuxièmement, c'est mettre en place des structures pour sensibiliser les différents pays à se familiariser avec les lois qui existent. Ceux qui ne les connaissent pas, qu'ils les connaissent, qu'ils les maîtrisent, ceux qui les maîtrisent, qu'ils les appliquent, qu'ils les signent, qu'ils les ratifient. Ensuite, nous allons mettre des structures en place. Il va y avoir au niveau continental réellement une réunion de chefs d'État qui va se faire tous les ans. Ensuite, il y a un organe de gouvernance et au niveau de chaque pays, une structure nationale et un ensemble de coordination pour que vraiment ce ne soit pas maintenant des mots, mais que l'on passe aux actes. Donc réellement, Lomé, ce n'est qu'un premier départ et nous espérons que c'est une graine qui germera pour envahir tout le continent. D'accord. Alors, monsieur le Premier ministre, quand on apprend que le trafic des faux médicaments et des médicaments falsifiés de qualité inférieure rapporte à ses auteurs près de 200 milliards de dollars par an. On imagine qu'il s'agit sûrement de grands groupes bien organisés qui auraient peut-être des ramifications jusqu'au sommet de certains États. Alors, est-ce que le combat ne risque pas d'être très dur? Vous avez là touché vraiment le nerf du problème. C'est là où ça fait mal. C'est évident que pour que le trafic de médicaments atteigne une telle ampleur, que les médicaments rentrent si facilement, circulent si facilement, et comme ils sont saisis, qu'ils soient même libérés, ça veut dire qu'il y a des connivences, parfois de très haut niveau malheureusement. Et c'est ce qui est inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, les chiffres dépassent ce que vous avez dit. Et c'est le commerce le plus lucratif. Ça rapporte plus que la drogue. Quand vous investissez 100 000 $ dans le médicament, vous obtenez 500 000 $ de profit. C'est définitivement le commerce le plus lucratif. Et c'est là qu'il est le plus dangereux. Et on a pu aujourd'hui détecter qu'il y a une ramification. Ceux qui font ce commerce sont ceux qui financent le terrorisme. Donc ça met en danger la stabilité de nos États. Donc c'est pour cela que la nationalisation, aujourd'hui, l'internalisation de ce dossier est essentielle pour nous en Afrique. On ne peut pas stabiliser nos pays. On ne peut pas avoir une santé des populations assez garantie. On ne peut pas garantir notre développement économique. On ne peut pas absolument avoir notre sécurité si nous ne combattons pas ceci. Et nous pensons qu'en impliquant les chefs d'État au plus haut niveau, va amener ceux qui sont tentés de le faire à comprendre que c'est un crime contre leur pays. Et pensez-vous qu'on parviendra à l'éradication de ce fléau un jour? Vous savez, la vertu est quelque chose qu'il faut toujours cultiver. Ce n'est pas parce que vous avez des brebis galeuses qui ont réussi à un moment donné qu'il faut absolument abandonner. Nous avons coutume de dire chez nous qu'il y a un jour pour le voleur, mais il y a un autre jour pour le propriétaire. C'est évident qu'avec la sensibilisation des uns et des autres, en faisant connaître aux uns aux autres les crimes, les conséquences des faux médicaments, nous allons y arriver. Je vous donne des exemples. L'année dernière, le Niger avait connu la méningite. Pendant que le pays se battait
et des centaines de milliers de doses falsifiées qui sont rentrées. Vous amenez votre fille, votre enfant pour être injecté, vous achetez une dose, on a constaté que certaines ampoules contiennent que de l'eau seulement. Les médicaments, c'est celui qui tue. On ne peut pas logiquement fermer les yeux sur ça. Il y a une question de morale, il y a une question d'éthique, il y a quelque chose qui est abominable qu'il faut absolument combattre. Nous pensons qu'en sensibilisant les uns au niveau du continent, les femmes, les jeunes, vraiment toute la classe politique, la société civile doit s'en emparer. Alors, c'est vrai que, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que vous pourrez nous rappeler ce que représente concrètement pour vous l'étape de Lomé? Alors, je résume que d'abord pour arriver à Lomé, on a passé par des phases intermédiaires. Nous avons eu une réunion technique au Maroc l'année dernière. Mais avant celle-ci, on a réuni à Londres un certain nombre de techniciens pour faire la moisson de tous les textes qui existent, pour travailler avec l'OMS, pour travailler avec tout le monde, pour nous convaincre que c'est un fléau continental. Et une fois qu'on a réussi à obtenir ceci, on a découvert la profondeur du problème. Et après, on s'est dit, ce n'est pas possible de faire un coup de pied dans l'eau par-ci, par-là. Il faut sensibiliser quelques leaders, quelques pionniers qui vont nous engager, qui vont nous accompagner. Et certains pays nous ont dit leur détermination à aller de l'avant. On ne peut pas réunir tout le monde maintenant parce que l'agenda de tout le monde est occupé. Mais ceux qui sont là, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas là ne sont pas intéressés. Mais toujours, il faut commencer par un premier pas. Ce premier pas, c'est Lomé. Nous saluons ceux qui seront là. Ils seront supportés par l'OMS qui sera là, l'UNICEF, beaucoup d'institutions. Et par la suite, nous arriverons à engranger le succès en augmentant l'adhésion des populations, l'adhésion des politiques. Je dois vous dire que déjà à Lomé, il y aura non seulement des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, mais des anglophones. Donc de la Zambie, du Malawi, c'est déjà une bonne chose. Il y aura l'ancien président d'Afrique du Sud, l'ancien président du Nigeria, beaucoup de sommités. Et la presse internationale sera là, Washington sera là, l'Herald Tribune sera là, beaucoup de grands médias occidentaux et africains seront là. Comme quoi, de Lomé, nous allons lancer une initiative que nous pensons va pouvoir sensibiliser les uns et les autres. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Komara, d'être passé sur ce plateau spécial. Monsieur Kabiné Komara, que je rappelle, est ancien Premier ministre de Guinée et membre de la Fondation Brazzaville. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie. Et ainsi se referme cet entretien, ce dernier entretien de cette grande série, cette longue série d'entretiens spécial initiative de Lomé sur la lutte contre les médicaments falsifiés. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.